Donc on va parler de neurodiversité et de jeux vidéo. Et pour commencer, bienvenue. Merci d'être là et de m'avoir attendu, c'est gentil. On va commencer tout de suite. Coucou, c'est moi. Je suis Gwendoline Garand. Je travaille donc dans le jeu vidéo depuis très longtemps maintenant. Ça a été très dur de trouver ma place pour plein de raisons, notamment parce que je suis une femme. En tout cas, je suis assignée femme. Je suis queer, mais je suis assignée femme. Je suis en situation de handicap. Je critique l'industrie du jeu vidéo depuis que j'y suis, depuis ma première carrière en tant que dessinatrice, en tant que UI artiste. Et puis après, j'ai évolué comme un Pokémon, comme user researcher. Donc j'ai fait de la recherche appliquée aux jeux vidéo. Et je continue à faire ça et à militer surtout pour nos droits. Et maintenant, je travaille avec plein de personnes, plein d'institutions, beaucoup. Notamment là, dernièrement avec l'État pour France 2030, avec beaucoup de programmes autour de tout ça. Et justement, dans les choses, si vous voulez en savoir plus sur moi, donc j'ai mis des liens, des captures écran de vidéos, comme par exemple le Game X Summit, qui est quelque chose qu'a fait Célia Audan, qui va parler à la fin. C'est elle qui a créé cet événement où on parle justement du X et donc d'accessibilité et de plein de choses autour de comment améliorer l'UX en fait des jeux, donc de la recherche appliquée aux jeux vidéo. Et c'est notamment grâce à elle que j'ai commencé à faire un peu parler de moi en France en faisant une première intervention en parlant de mes travaux de recherche. Et ça, c'était chouette. Donc n'hésitez pas à faire parler de vous, à montrer vos travaux, c'est toujours une bonne initiative à faire. Et plein d'autres trucs depuis qui ont découlé. Et également en orange, vous pouvez scanner, ça marche. C'est des documents qu'on a créés avec Women in Game. Donc c'est une association pour la diversité et la mixité dans le jeu vidéo, notamment auprès des femmes et populations marginalisées. On a créé donc 2 guides, un sur les comportements sexistes et sexuels en entreprise et l'autre sur représenter la diversité et comment inclure plus facilement des personnes dans l'industrie, parce que c'est très compliqué. Et le dernier, donc je vous parlais de France 2030, c'est un diagnostic des filières, donc ça s'intéresse à comment est-ce qu'on étudie le jeu vidéo et comment est-ce qu'on fait ensuite pour entrer dans l'industrie du jeu vidéo. Et en fait, on s'est rendu compte que le jeu vidéo n'est pas une industrie structurée en branches comme la métallurgie ou n'importe quelle autre structure. Du coup, c'est la merde. Il y a plein de choses à faire et c'est chouette. C'est un premier rapport qui le montre. Je vous ai dit très rapidement que je faisais de l'accessibilité et si j'en suis venue à me questionner sur tout ça, c'est notamment parce que dans le jeu vidéo, l'accessibilité, on en parle maintenant, ça y est, c'est un mot populaire, on le connaît, on le comprend, etc. Il y a plein de définitions, je ne vais pas toutes les faire. Je vais juste vous dire qu'actuellement, dans le jeu vidéo, en fait, il y a des choses autour des contrôleurs alternatifs. Donc comment est-ce qu'on peut pratiquer le jeu autrement. Et puis il y a les options d'accessibilité, comme par exemple là, dernièrement, dans des bons exemples, il y a Phoenix Rising et Spider-Man Morales. Et c'est tout. Voilà. On n'a rien d'autre. On n'aborde pas vraiment le sujet d'une autre façon. Et moi, ça m'embête beaucoup parce que, en tant que personne en situation de handicap, comme je vous ai dit, j'aimerais bien qu'on en parle autrement, comme par exemple pour les personnes qui travaillent dans le jeu vidéo. Donc, l'accessibilité, c'est vaste. Et comme je vous l'ai dit, j'ai fait un peu de recherche. J'ai notamment fait un Master 2 orienté sciences de l'éducation, parce que je ne savais pas trop comment ou le faire et que je ne voulais pas avoir une étiquette de psy ou autre à coller à mon nom. Je ne veux pas être psy. Du coup, j'ai fait un mémoire quadripartite, c'est-à-dire qu'il y avait le CNAM, il y avait Capgame qui est une association, il y avait le CEL, les syndicats des éditeurs de logiciels de loisirs, il y avait ma fac et j'avais également une personne à l'université de Sherbrooke à l'époque qui regardait mon mémoire et qui était là aussi pour mon jury et puis faire en sorte qu'on travaille avec le Canada parce qu'ils sont pas mal avancés là-bas sur ces notions-là. Et l'accessibilité, donc c'est vaste. Mon mémoire, c'est l'équivalent d'une thèse, il y a à peu près 300 pages. Et c'est aussi une grosse revue de littérature, une grosse ouverture sur les enjeux d'accessibilité dans les jeux. Et surtout, ma question de recherche, c'était quels sont les freins à la pratique de jeu? Comment est-ce qu'on accède au jeu? Donc c'était pas tant déjà comment est-ce qu'on joue au jeu quand on allume le jeu, l'ordi, etc. Mais déjà avant même ça, c'est-à-dire la pratique ludique. Est-ce que tout le monde l'a? Est-ce que tout le monde peut se payer un ordinateur et donc jouer au jeu, etc., etc. Donc c'est très très large et ça a mené à une étude nationale. Et surtout, l'une des choses qui, moi, m'a questionné le plus quand j'ai commencé, c'est en tant que personne en situation de handicap, on se dit souvent que c'est de notre faute, on ne comprend pas, on n'est pas adapté, on ne sait pas faire, etc., etc. Et il y a une phrase donc, de Steve Saylor qui a été la phrase de début de mon mémoire, qui disait en gros que l'accessibilité, ce n'est pas de notre responsabilité en tant que consommatrice, mais plutôt de la part de ceux qui créent les jeux.
Donc c'est une volonté politique, financière, ça se questionne et ça se travaille, globalement. Et justement, si on vous vend un produit défaillant, si vous achetez un téléphone, qu'importe le produit, qui ne marche pas, vous allez vous en plaindre au SAV de l'entreprise ou à l'entreprise elle-même. Et l'entreprise, techniquement, elle ne doit pas vous dire c'est de votre faute, vous êtes trop bête pour pouvoir l'utiliser. Et pourtant, dans la société, c'est ce qu'on a tendance à répondre aux personnes en situation de handicap. Débrouille-toi. Sauf que quand on s'intéresse à ces problématiques-là dans le jeu vidéo, mais c'est aussi valable dans le cinéma, parce que la base de ce même-là venait du cinéma, c'est pas dissociable en fait. Vous devez vous questionner, vous devez réfléchir à ce que vous voulez communiquer au travers du produit que vous allez adresser et donner en fait à vos consommateurs, parce que vous avez une responsabilité. Votre produit s'inscrit dans un cadre théorique, il s'inscrit dans une société, il s'inscrit dans une temporalité. Vous allez utiliser des images pour le commercialiser et donc vous avez un impact à réfléchir sur la façon dont vous allez le consommer et donc le faire consommer aux gens. Et tout ça, dans le jeu vidéo, c'est la même chose. Ça s'applique tout pareil. Quelques chiffres, parce que je ne sais pas si vous en avez eu jusque-là, mais au cas où c'est pas grave, on répète. Le handicap en France, en réalité, on n'a pas de vrais chiffres, c'est-à-dire que les seuls chiffres qu'on a datent de 2001, et depuis 2001, donc ça fait plus de 20 ans, on estime qu'on a toujours 12 millions de personnes en situation de handicap en France. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas faire véritablement de quotas, de savoir combien sont les personnes représentées, etc. Et qu'on est obligé de passer par des organismes. Donc ça veut dire que les personnes qui ont un diagnostic, qui ont été diagnostiquées, reconnues, etc., etc. Donc sûrement que le résultat, il est plus élevé que ça. Et en réalité, l'accessibilité, ça concerne tout le monde. C'est moi, c'est vous, c'est vos parents, c'est vos proches, c'est toute la famille, c'est n'importe qui, quoi. Et si j'en parle, c'est parce que tout le monde n'en a pas conscience non plus. En réalité, donc comme je vous dis, tout le monde n'a pas accès aux soins, tout le monde n'a pas accès au diagnostic. Quand j'anime des colloques ou des conférences sur le handicap et l'accessibilité, il y a beaucoup de personnes qui arrivent à déconstruire lors de la conférence et de se dire « Purée, mais moi-même j'ai des lunettes et effectivement c'est du handicap. » Oui, bravo, bienvenue dans le monde du handicap. Vous êtes daltonien? Oui, pareil. Il y a plein de choses comme ça qu'on ne voit pas, qu'on ne se rend pas compte. Et en fait, c'est une problématique parce que du coup, on ne sait pas ce que c'est. Et là-dessus, bien encore, la représentation du handicap, la perception en réalité, il faut la questionner parce que ce qu'on voit tout le temps, ce dont on parle tout le temps, c'est du handicap moteur. Sauf qu'en réalité, dans ce qu'on sait de la population du handicap, ça ne représente que 20%. Le reste, c'est tabou, on n'en parle pas, on ne le voit pas, et en fait, ça représente les 80 autres %. Et c'est problématique en termes de représentation, puisque ce logo-là, vous le connaissez toutes et tous. Mais tous ces autres logos, en réalité, ça fait que depuis 2005, depuis la loi du 11 février 2005 sur le handicap, qu'on s'est dit que ce serait peut-être bien d'augmenter la visibilité et la représentation du handicap. Yay, c'était hier. Ouh. Du coup, est-ce que j'oserais dire qu'il manque des représentations pour parler de ces sujets-là? Oui, je vais le dire, il manque des représentations pour parler de ces sujets-là. Il faut changer les choses. Et surtout, parce que ça peine à être connu, à être reconnu, et que quand on est concerné soi-même, c'est fatigant, c'est de la surcharge mentale, comme le disait la collègue d'avant, qui s'ajoute en fait à nos assiettes déjà pleines, de devoir expliquer les choses, de devoir se justifier tout le temps en permanence devant les autres personnes. Et ça, vous le voyez partout au quotidien. Une personne en situation de handicap moteur, par exemple, en fauteuil roulant, qui va se lever alors que vous la considérez donc handicapée, qui ne peut pas se lever, en fait, ça existe, et elle a le droit, tout pareil, d'être connue, reconnue, et pas que vous la jugiez. Ça, c'est important. Du coup, dans mon mémoire, qu'est-ce que j'ai pu dire? Parce que c'était quand même un peu intéressant d'en parler, donc je vais quand même vous en parler. Sans surprise, donc le jeu il n'est pas accessible à tout le monde. Tout le monde n'a déjà pas une carte bleue. C'est aussi bête que ça. C'est des populations comme les personnes mises sous tutelle, comme si on va jusqu'à l'autre bout du spectre, les personnes qui sont incarcérées. Tout le monde n'a pas accès à une carte bleue, donc à pouvoir disposer de son argent et avoir de l'achat et de la consommation, quoi. De l'autre côté, on a également des personnes qui, malgré d'avoir de l'argent, ne peuvent pas se permettre, ou jusqu'à une certaine capacité, d'utiliser les médias, tout ce qui est numérique. On parle de fracture numérique, mais on parle aussi du fait que les dispositifs d'accessibilité, par exemple, donc la Xbox Adaptative Controller, qui est vraiment le hub de base sur lequel on va plugger plein d'autres boutons, ça coûte déjà très cher, et c'est quelque chose qui va se rajouter sur la facture, en fait, sur ce que payent au quotidien en fait, les personnes en situation de handicap. Spoiler alert, je sais que je ne l'aborde pas assez dans cette présentation, mais pour vous donner une idée, le seuil de pauvreté en France, c'est 1 102 €. L'allocation adulte handicapé, donc la H, c'est 970.
C'est comme le RSA, on n'en vit pas, et du coup, il y a les soins, il y a l'appareillage, etc., etc. Donc, il faut vous dire que c'est un surcoût par-dessus qui va se rajouter quand on va vouloir accéder au jeu. Yay! Puis il y a aussi d'autres problématiques. Il y a le fait de ne pas avoir d'apprentissage. Je vous parlais tout à l'heure de la ludicité. Moi, dans mon mémoire, ce que j'ai pu observer, c'est que les personnes qui, par exemple, sont malvoyants ou aveugles de naissance, c'est des personnes pour qui le jeu vidéo va être plus abstrait, ce qui est cohérent, et pour qui l'apprentissage de la ludicité ne va pas se faire ou pas complètement. Du coup, c'est des personnes qui vont être très très dures à ramener au jeu vidéo. Il y a quelques exceptions, c'est très bien qu'elles existent, mais ce n'est pas l'entièreté de la population. Pareil pour certains jeux, pour des populations de personnes sourdes ou malentendantes. Du coup, pareil, elles sont exclues, ou partiellement. Et dans les personnes partiellement exclues ou totalement, il y a aussi des gens comme moi qui ne peuvent pas accéder au jeu. Et là, on parle d'accessibilité, comme je vous en montrais un peu avec les contrôleurs et les options d'accessibilité, parce que elles peuvent avoir des troubles cognitifs ou moteurs, que ça peut être des personnes vieillissantes, que ça peut être des personnes avec des troubles de la motricité fine, des maladies dégénératives, pareil, qui vont affecter toutes ces problématiques de motricité, de tenir une manette, d'appuyer rapidement, etc., etc. Et en fait, c'est des personnes qui progressivement, ou dès le début, vont se couper de certains types de jeux, donc ne vont pas accéder à une part de marché représentative de l'industrie et pouvoir jouer à tout type de jeu, et qui progressivement, voire même, vont plus du tout jouer. Et ça, c'est un autre problème d'accessibilité. Et pareil, on n'en parle pas, ou très peu, très mal. Et puis, il y a les personnes en situation de handicap qui, quand même, travaillent dans le jeu vidéo. Et ça, c'est vraiment un gros truc qui, moi, m'intéresse de plus en plus, sur lequel je milite beaucoup. Et là, je vais vous parler de Cap Game. Je vais vous parler de Cap Game parce que, en réalité, nous, on fait en sorte, c'est une association, de récupérer ces personnes qui tentent de rentrer dans l'industrie du jeu vidéo, mais qui ne peuvent pas vraiment y travailler. Donc, elles y travaillent sans vraiment y être. C'est dur de les faire reconnaître. Elles sont vraiment en périphérie parce qu'on les considère inaptes au travail et que c'est très 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 compliqué pour une entreprise de les rémunérer à leur juste valeur parce que sinon ça va leur faire perdre des acquis sociaux à côté, la France. Du coup, nous, à Cap Game, ce qu'on fait, c'est qu'on valorise en fait les capacités des gens. C'est dans le nom, ça s'appelle Cap Game, pour capacité. Et on fait en sorte de s'adapter à eux. Jamais l'inverse. Comme on le trouvait dans la société, en fait, contrairement à ce que fait la société, nous, on fait toujours en sorte de s'adapter avec eux. Une personne vient parce qu'elle est tétraplégique, et elle peut bouger que, je sais pas, les yeux, et on trouvera à jouer avec un TOBI, et c'est très bien. Yay! Et ça, c'est de l'inclusion. On ne leur demande pas de transcender donc, leur situation, de s'adapter, d'être plus fort, plus badass, plus résilient, etc., etc. On fait en sorte qu'ils aient du fun. Et ça, c'est cool. Et donc, chaque année, à la Paris Games Week, donc sur Paris, on a un partenariat avec le stand Xbox. Et on prend la scène d'assaut, on fait des tournois de jeux inclusifs, tout type, tout genre confondu, tout type de population, des valides, des invalides. Et on s'ajoute et c'est très fun. Et les gens, ils sont ouh comme ça et c'est trop bien. Venez, si vous n'avez jamais vu. Et le reste de l'année, avec Cap Games, ce qu'on fait, c'est de la médiation, des audits, et également on monte des pools de testeurs en situation de handicap. Et l'idée aussi, c'est de former les personnes qui les accompagnent au quotidien, donc quand c'est des personnes en institution ou qui sont encadrées le reste de la journée et pas forcément toute l'année, et on fait en sorte que ces personnes-là, elles soient formées à ce qu'est l'accessibilité dans les jeux vidéo et qu'ensuite elles puissent faire du consulting en réalité. Donc c'est des personnes qui vont pouvoir tenir des blogs, qui vont pouvoir faire des reviews sur des jeux, qui vont pouvoir donner leur ressenti en tant que personne en situation de handicap face à un jeu qui techniquement n'est pas pour eux et qui pourtant ils ont eu du fun avec. Et comme je vous ai dit, donc il y a des guides qui existent sur lesquels nous on se base parce qu'on ne va pas réinventer la roue, ça ne sert à rien, ça perd du temps. C'est des guides en anglais qui se trouvent. Donc il y a les Game Accessibility Guidelines qui sont faits par Ian Hamilton. Je reparlerai à la toute fin, mais vous prenez prendre ces références, c'est super bien, il est ultra détaillé. Vous pouvez l'avoir par niveau, donc des basiques jusqu'au full advance. Et également, ce qu'on fait et ce qu'on observe, c'est que une fois qu'on a entraîné ces personnes-là, il y a aussi des créations qui pop comme ça. Et typiquement, via Cap Game, on a OneGeek, qui est une autre association qui s'est créée et qui est une communauté de sourds et malentendants qui font de l'e-sport. Parce que pourquoi pas? Il n'y a rien qui nous en empêche après tout. Et juste avant, donc, je vous montrais, il y avait une slide avec le logo d'une API. Donc c'est un réseau d'associations et autres organismes autour du handicap avec qui on travaille justement. Et il y a beaucoup de filiales, quoi. Si vous voulez en savoir plus sur la partie recrutement inclusif et management inclusif dans le jeu vidéo, hey, je fais une conférence dans 2 semaines. Ouh, voilà, c'était l'instant pub. Ensuite,
Moi, ce qui m'intéresse, et j'en fais un petit peu justement pour dans 2 semaines, c'est qu'en France, on n'a pas le droit de faire de chiffres donc, sur les personnes marginalisées, que ce soit des personnes d'autres ethnicités, des personnes noires, asiatiques, etc. Pareil sur le handicap. Mais à l'étranger, c'est possible. Au UK, donc au Royaume-Uni, ils ont fait ça via Yuki et ils observent qu'il y a sur les 15% que représente la population des personnes neurodivergentes dans le Royaume-Uni, et le jeu vidéo UK, c'est 18%, plus que la moyenne. Parce qu'il y a un petit biais de représentation qui s'observe ici. C'est intéressant, moi je trouve que c'est fun. Et ce qui est fun, parce que justement, notre industrie, le jeu vidéo, c'est un média créatif dans lequel c'est bien d'être disruptif, avec des grands mots comme ça, et on s'intéresse justement à la différence. Alors, pas forcément d'un point de vue financier, économique, mais d'un point de vue créatif, si, c'est bien, venez, faites-le. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'observer comment est-ce qu'on peut inclure en fait, ces personnes-là. C'est une personne neurodivergente comme moi. Et pour faire ça, on passe par les associations. Donc actuellement, en France, ça, c'est plein d'associations françaises. Si vous ne les connaissez pas, c'est le temps de les connaître, de les rencontrer. Elles sont trop bien, elles font des trucs trop bien. Je vous ai parlé de Women in Game, mais il y en a plein, donc Up Game aussi, One Geek. Donc il y a la première ligne, c'est vraiment sur tout ce qui est enjeux sociaux de représentation. Donc il y a beaucoup autour des femmes noires, les streamers, gamers, c'est pareil globalement. La bourse jeux vidéo, c'est pour ceux qui veulent étudier le jeu vidéo, mais qui n'ont pas forcément un parcours ou suffisamment d'argent pour pouvoir faire des études privées. Avenir en jeu, ambition, c'est un peu la même idée. Diversité, c'est de plus en plus un acteur qui s'intéresse pas juste au numérique, au web, etc., mais aussi aux jeux vidéo, un acteur avec qui on travaille de plus en plus. La troisième ligne, c'est vraiment sur tout ce qui est accessibilité, notamment de Cap Game jusqu'à Silver Geek, qui est pour les personnes âgées. Ils font au Stunfest, qui se trouve à Rennes. Tous les ans, ils prennent... Non, c'est pas à Rennes, c'est à Poitiers. À Poitiers, c'est au Gamer Assembly. Tous les ans, ils prennent la scène et ils font des tournois de Wii Sport. Et ça, les gens sont en délire. C'est ridicule à regarder. Enfin, c'est très drôle, mais ridicule à voir parce qu'on ne s'attend pas à ça du tout. Et la dernière, justement, c'est plus sur l'inclusion, les réflexions autour d'autres enjeux enfin pas forcément psychosociaux, mais sociaux et sociétaux, qui ne sont pas abordés par les autres assos. Notamment, il y a une association pour les joueurs gays. Il n'y en a pas pour les autres du spectre LGBT, peut-être un jour, j'espère. Et sinon, par exemple, Game Impact, ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'intéressent donc à d'autres problématiques sociétales, et ça a été les premiers, notamment en France, à parler, par exemple, slide d'après, encore après, on y reviendra après. Ça a été les premiers à parler en France, et là c'est un exemple de Osama Dorias, qui est ultra gentil, qui est au Canada, qui parle de la représentation des personnes musulmanes dans le jeu vidéo. Et en France, on a parlé du désorientalisme via Game Impact. Et en fait, c'est des sujets qui progressivement arrivent et on va en discuter, et ça c'est chouette et trop. Et en fait, cette slide-là, après je reviens après, cette slide-là c'est pour vous dire que c'est des personnes directement concernées qui vont venir vous parler des sujets parce qu'il n'y a personne d'autre qui va le faire pour eux. Du coup, on est notre propre porte-étendard et c'est fatigant et on aimerait bien des alliés. Donc c'est bien les assos pour faire ça. Et justement, slide d'avant, j'avais fait une chronologie socioculturelle pour une conférence à la Donne. Pareil, vous pouvez scanner pour accéder directement à la conf. Sur comment est-ce que ça avait évolué au sein du jeu vidéo, au sein de notre industrie, comment est-ce que ces problématiques sociales et sociétales, elles évoluent, et qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait surtout, et il y en a plein au regard de certains critères. Donc j'avais commencé à faire ça, il y en a depuis le féminisme jusqu'aux personnes retraitées, et en vrai, il manquerait la ligne sur la neurodiversité, parce qu'en réalité, on n'en parle que depuis 2018. Yay! Et tout ça, donc, ça prend des alliés. Et si moi j'en parle aujourd'hui, c'est parce que, donc, comme je vous l'ai dit, je suis concernée. Donc la première conférence que j'ai faite, c'était au Game UX Summit. Et je parlais de la représentation dans les jeux vidéo. J'expliquais que moi, mes travaux là j'étais en Master 1 à l'époque, mes travaux de recherche, c'était surtout pour montrer qu'on peut parler de neurodiversité et surtout d'autisme sans dire le mot autisme, sans faire vivre le jeu comme si on était une personne autiste, ni que ce soit un jeu qui soit dans les stimulations sensorielle. Parce que même si je suis concernée, j'ai peut-être envie de jouer un Zelda comme n'importe qui, de me ressentir comme un Zelda, enfin comme Link, pardon, et pas de jouer ma propre vie parce que je la vis déjà au quotidien et c'est chiant en fait, on va le dire. Voilà. Donc l'idée c'est de faire comprendre que le handicap, comme il est représenté actuellement dans les jeux, c'est pas du handicap. Typiquement, si je prends l'exemple de Sekiro, si on lui coupe pas son bras, il n'y a pas d'histoire.
c'est pas du handicap, du coup, après, il devient super badass, c'est des pouvoirs, et c'est pas ça le handicap. Le handicap, c'est d'avoir des difficultés, que ça va impliquer le gameplay, et du coup, la représentation derrière, il faut qu'elle suive, la cohérence, il faut qu'elle suive, etc., etc. Et en fait, il n'y a pas cette réflexion-là encore. Et c'est la même chose aussi dans les séries télé et les films. Yay! Alors là, à côté, vous avez la liste des jeux qui parlent d'autisme, et ils parlent avec des gros guillemets, parce qu'on a des représentations, par exemple, comme Symmetra, qui, elle, cumule tous les stéréotypes possibles et inimaginables. L'intersectionnalité, elle connaît bien. Elle est une femme, elle est noire, elle est LGBT, elle a un bras bionique et elle est autiste. Ça apporte quoi? Rien du tout. Yay! Et donc, il y a des bonnes représentations à côté qui commencent à émerger. Mais pareil, ça commence tout juste, aujourd'hui quasiment. Donc, dans les dernières représentations qui sont pas mal, dans le jeu vidéo, on a Watch Dogs. Encore que c'est un autiste qui est fan d'informatique, petit geek, etc. Donc un peu un cliché. Et dans les séries, on commence à en avoir des biens. Et la dernière qui est vraiment trop bien, c'est le remake de Heartlaker à vif, qui est sur Netflix, avec une personne neurodiverse qui parle de neurodiversité. Et ça, c'est bien, parce que du coup, on l'incorpore en fait dans le processus créatif de l'écriture. On la fait jouer un personnage, et elle incarne, et du coup, elle devient aussi un rôle modèle. Et ça, c'est bien, ça fait changer les lignes. Ça prend des gens. Et justement, on évolue, on essaye de ne pas faire en sorte de caster encore des personnes qui ne sont pas concernées par du handicap pour jouer une personne en situation de handicap. Typiquement, là, donc on a Intouchable d'à côté, et puis Arte à côté qui a fait une petite série qui est nickel, top, sur la sexualité des personnes en situation de handicap, avec une personne qui est véritablement avec une condition qui fait que c'est parlant en fait, ça marche, c'est vrai, c'est véritable. De la même façon, pareil, Disney maintenant s'intéresse à avoir un casting plus divers. Donc on a une première représentation d'une personne trisomique avec un rôle qui n'est pas si dégueu que ça dans un Peter Pan. Et ça, c'est chouette. Mais ça prend du temps. Si vous voulez en savoir plus sur l'accessibilité dans les jeux pour vous former à ça, il y a des choses qui existent. Je ne sais pas si ça a déjà été discuté ou si vous connaissez tout ça, donc je vous les repartage là. Il y a toute la chaîne de Game Makers Toolkit, avec pas mal de vidéos suffisamment longues pour vraiment comprendre les enjeux et développer des outils, des solutions autour de tout ça. Et sur l'accessibilité cognitive dans les jeux vidéo et de parler de la représentation de tout ce qui est neurodiversité, ça arrive depuis 2020. Et c'est essentiellement donc en anglais aussi que vous les trouverez. On est très peu en réalité à pouvoir en parler. Moi, j'ai beaucoup apprécié le contenu de Stacy. Et vous pouvez aussi regarder en passant par Twitter. Twitter, c'est un média de ouf si on veut parler de tous ces sujets, parce qu'on est tous là en fait à se dire « Hey, on existe !» Et ça, c'est cool. Et comme je vous le disais, pareil, si vous voulez vous former, ce qui est cool, c'est qu'il y a Yann Hamilton d'un côté, donc avec les Game Accessibility Guidelines, et avec Tara Volker, il s'est associé, donc c'est la madame aussi à l'écran, ils se sont associés et tous les ans, et là vous pouvez aussi aller voir la chaîne IGDA, dessus il y a les Game Accessibility Conference, abrégé en GAConf, et vous pouvez voir pareil, des doctorants, des chercheurs, des professionnels du jeu vidéo qui vous parlent en fait d'accessibilité, qui vous partagent des études, des observations, des retours d'expérience, des améliorations, des bugs qu'ils ont pu rencontrer, des problématiques, etc. Et c'est ultra formateur. Et ça aide beaucoup parce que, comme j'en parlais dans l'industrie, on n'a pas de vraie formation suivie pour plein de sujets, dont l'accessibilité. On passe encore beaucoup par les études de psycho, puis ensuite tout ce qui est aviation et pas de lien avec le jeu vidéo direct, quoi. Et du coup, le pont, il est tout dur à faire et c'est beaucoup par là qu'on passe pour se former, c'est ultra formateur. Mes takeaways, je ne sais pas si j'ai respecté le temps, j'espère que oui. Donner du pouvoir aux joueurs et aux joueuses et aussi aux travailleuses, parce que c'est grâce à nous, parce qu'on est concernés, qu'on fait les choses, et c'est par là qu'on l'observe. Hein, la plupart même de la recherche documentaire que j'ai pu faire pour mon mémoire, c'était d'observer des articles qui disaient que hey, il y a un game designer qui est justement en situation de handicap, qui a proposé des trucs d'accessibilité dans le studio, et du coup ça a pris et ça s'est fait comme ça, etc. etc. Et que du coup, c'est pas juste les contrôleurs. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte de dédouaner un petit peu le game dev, de lui dire hey, arrête de scléroser, d'engoncer en fait ton jeu, laisse en fait les gens se l'approprier et en faire leur pratique avec tout ça. Pareil, vous souhaitez parler d'une thématique, allez discuter avec les personnes concernées. Elles existent, elles sont juste là, il faut juste baisser les yeux et pas être condescendant avec elles. Ça marche bien. Pareil, pour avoir donc des studios plus inclusifs, il faut s'intéresser à la différence. Il faut vraiment questionner, se former, et ça peine encore beaucoup dans notre industrie. C'est pour ça qu'il y a les associations à côté. Il faut travailler avec les associations. C'est vraiment un périphérique incontournable pour pouvoir vraiment faire plein de choses au sein du jeu vidéo. Et il faut partager.
Je ne l'ai pas dit, enfin, je suis effectivement knowledge manager. Mon travail, c'est de parler de la connaissance, de faire en sorte qu'elle se partage bien. Je suis de l'huile dans les rouages dans une entreprise pour que ça se fasse. Et il faut partager et valoriser les gens. Donc, si vous avez des gens autour de vous qui sont experts, ce n'est pas de la compétition. C'est de la collaboration qu'il faut faire. Il faut partager, il faut s'entraider, il faut mettre en avant les gens. Et puis après, ça va être à vous d'être en avant, etc., etc. C'est comme ça que ça marche. Et il ne faut pas forcer au coming out. Si vous savez qu'une personne est en situation de handicap, vous n'allez pas lui dire « Vas-y, mets-toi sur le devant de la scène pour en parler ». Ça ne marche pas comme ça. Si vous voulez en savoir plus, donc il y a la première conférence le 14 qui sera sur Paris, c'est gratuit, il y a des petits fours, venez, c'est bien, ce sera sur une péniche, je le vends bien, j'espère. Et ensuite c'est à Lille, ça sera le 19 juin, c'est un événement payant, il y aura des vidéos après qui seront disponibles en ligne. Et pareil, c'est le Game Camp, c'est comme l'équivalent de la GDC, donc c'est le gros événement français où il y a plein de conférences de professionnels de l'industrie. Et si vous n'avez pas accès, vous pourrez regarder sur YouTube. Voilà. Merci. Donc, merci beaucoup pour votre présentation. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion d'avoir des présentations qui nous montrent en fait tout ce versant-là. Donc, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Donc, on a le temps pour quelques questions. Donc, est-ce que voilà. Bonjour. Est-ce que vous avez quelques exemples concrets, parce que j'ai bien compris au niveau des jeux vidéo le manque de représentation du handicap, mais de problèmes d'accessibilité, je pense notamment à tous les troubles neurodéveloppementaux. Qu'est-ce qui concrètement peut poser problème à une personne pour accéder à n'importe quel jeu que vous avez en tête? Un exemple concret. Alors, pour te donner un exemple concret de moi, perso, en tant qu'autiste, tout ce qui va être de la surcharge mentale, c'est mort, j'oublie. Donc déjà, jouer à LoL, c'est une galère, je pète un câble, il y a trop d'informations à l'écran. Pour aller encore plus loin, vu que moi, ça touche sur les problématiques sociales, les interactions, la compréhension des sous-textes, etc., le meilleur jeu pour moi, en sachant que j'aime les jeux narratifs paradoxalement, c'est Dragon Age, parce que dans Dragon Age, tu as à chaque fois un petit médaillon, que moi j'appelle de valence émotionnelle en réalité, parce qu'il te donne une couleur sur ce que la personne va vouloir communiquer, et ce que tu vois aussi tu vas pouvoir transmettre. Alors que la 3/4 des autres jeux narratifs, tu as juste une ligne, tu cliques dessus, puis tu as tout le dialogue qui se lance, et tu dis, c'est pas ce que je voulais dire. Et souvent, une personne comme moi, donc, qui a des troubles là-dessus sur tout ce qui est social, elle va être frustrée, elle va rage quit, elle va plus jamais jouer à ton jeu, et donc c'est un raté, tu vois. Et c'est rare en fait, voilà, des jeux qui s'intéressent à rajouter juste ce petit feedback en plus, parce que c'est juste ça, hein, c'est du feedback, de rajouter une information en plus. Et pour d'autres exemples, dans mon mémoire par exemple, il y a, dans les personnes que j'ai interviewées, il y avait une personne handicap moteur qui perdait une atrophie musculaire, donc qui perdait de la motricité, de la puissance, etc. Et qui expliquait que quand il doit jouer à des jeux en 3D avec des personnages qui se déplacent, etc., il est obligé de sacrifier des touches, de pouvoir, parce qu'en fait il n'a plus que 2 doigts qui fonctionnent sur, il ne peut plus utiliser de manette, il est obligé d'être sur le clavier, et donc sur le pad numérique déjà il faut qu'il puisse remapper les touches, donc réattribuer les touches pour faire des actions. Et par exemple ces personnages ne font que aller tout droit, donc il est obligé de rentrer dans les objets puis ensuite glisser, etc. Pour pouvoir se diriger, il ne peut plus revenir en arrière, il ne peut plus freiner, il ne peut plus plein de trucs, donc il y a plein de jeux auxquels il ne peut plus jouer aussi. Et c'est plein de choses comme ça auxquelles on ne pense pas et sur lesquelles il faut effectivement faire des tests, questionner. Et quand je parlais justement de rendre du pouvoir aux joueurs et aux joueuses, si on ne le fait pas, la plupart des jeux encore actuellement considèrent que les logiciels que vont utiliser cette population-là seront des logiciels de triche, ce qui n'est pas le cas, c'est des outils du quotidien. Certains jeux ne permettent pas de même mettre en fenêtré pour qu'on puisse justement avoir autre chose à côté, alors qu'il y a aussi tous les streamers qui utilisent ces fonctions-là. On ne peut pas reparamétrer les touches dans plein de jeux alors que c'est une fonction vraiment de base que demandent les personnes en situation de handicap, etc. etc., etc. Et vraiment, si tu veux en savoir plus là-dessus, tu regardes les guidelines que j'ai présentés rapidement. C'est vraiment les basiques, c'est remapper les touches, faire en sorte qu'il y ait du texte lisible sur tous les écrans avec la source, etc., etc. Et même ça, en fait, on ne l'a toujours pas actuellement. Alors, du coup, merci pour votre présentation. C'était super intéressant.
Moi, ma question, c'est plus sur votre métier actuel, donc le Knowledge Management, pardon. C'était pour savoir en fait à quel point c'était compliqué de faire votre métier dans le sens où vous devez faire le pont avec une équipe, discuter de la recherche, qui est, on va dire, la science, c'est pas forcément vrai, c'est pas la véritable vérité, quoi. Mais je veux dire, il faut quand même communiquer dessus, il faut que ça entre dans les équipes. À quel point c'est dur en fait de faire le pont entre la science et les équipes actuelles avec vous, votre place et votre personne, quoi. C'est l'enfer. Voilà. Non, Ça répond à ma question. C'est vraiment l'enfer. Il faut effectivement trouver des alliés dans l'entreprise qui eux-mêmes vont aider à pousser ça. Et même si maintenant, ça y est, on sait à peu près ce qu'est l'UX, donc la User Experience, c'est encore complexe d'avoir des pôles au sein des studios qui vont pouvoir avancer aussi sur ces sujets. En réalité, en vrai, dans le jeu vidéo, on aimerait que tout le monde s'y intéresse, que ce soit un développeur, que ce soit quelqu'un qui fait du sound design, etc., etc. Mais c'est pas le cas. Donc on est obligé d'aller chercher effectivement à chaque fois des petits alliés partout. Et ça se voit aussi dans la politique interne, c'est-à-dire que dans une entreprise, si la politique n'est pas sur la diversité ou l'inclusion, à chaque fois qu'on va aborder un truc un peu tricky sur ce fil-là, tu vois, et bah tu vas voir en fait qui va se positionner. Du coup, tu sais qui pourra t'aider prochainement sur le sujet, etc. Ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie. Donc c'est bien si on peut former les gens et le faire dès les études, etc., quoi. Au plus tôt. Bonjour, merci pour votre présentation. Vous avez parlé en fait dans les jeux vidéo où en fait on a des NPC, il y a des lignes et certaines personnes en fait ont du mal à lire les émotions. Le problème c'est que si en fait des développeurs de jeux vidéo doivent s'adapter en fait à certaines tranches de la population, est-ce que ça va pas brider la créativité, comme par exemple un jeu Hellblade où en fait il est extrêmement anxiogène et le but en fait du jeu c'est de se mettre en fait dans une ambiance très anxiogène et du coup est-ce que ça va pas genre brider la créativité des gens s'ils doivent mettre des indicateurs de là ça fait peur, là ça doit faire rire, etc., etc. Pourquoi ça briderait ? Parce que vu que c'est un survival horror par exemple et que le but du jeu c'est d'avoir aucune indication à l'écran et d'être lâché comme ça dans la narration, ou par exemple dans Resident Evil c'est un peu la même chose, ou le jeu d'horreur de Hideo Kojima, en fin de compte toute la dimension psychologique d'immersion serait en fait gâchée par des indications en fait comment dire qui sont pas des implications émotionnelles en fait cognitives du coup. J'ai quand même la même question. Pourquoi est-ce que ça briderait ? Parce qu'en réalité, je développe du coup, tu as plein de jeux qui, de base, ne proposent pas d'avoir des trigger warnings, donc de prévenir là où le joueur qu'il va y avoir des choses émotionnelles, impactantes, même de l'arachnophobie par exemple. Et en réalité, tu as la communauté des joueurs qui va proposer du contenu donc, quand c'est possible. Et c'est ce qu'on a pu voir aussi via Skyrim, qui est un des premiers gros jeux avec de la grosse modélisation, etc., par les joueurs, et qui ont fait en sorte que justement ceux qui ont de l'arachnophobie, on puisse remplacer ça par des ours, parce qu'en fait il y avait déjà la structure faisable dans le jeu, il fallait juste sélectionner l'option et pouf, ça marche, tu vois. Et du coup, si toi tu peux déjà le proposer en tant que créateur dans ton jeu, tu peux aussi te dire, je peux faire en sorte que si les gens veulent cocher l'option, elle existe, ils ont juste à la cocher. Ils n'ont pas à s'embêter à la créer, à l'incorporer, à aller triquer le code, etc., etc., tu vois. Donc, tu peux déjà te dire, et c'est ce qu'on observe là avec les derniers jeux, que ces options, elles existent, et si tu veux cocher, tu coches pas, c'est pas grave, ça ne change rien à ton expérience, tu vois. Et l'idée, le message derrière l'accessibilité, c'est ça, c'est de se dire que en réalité, ça aide tout le monde. Tu prends pas, mais ça existe. Si tu es concerné, tant mieux. Et au niveau de la créativité, ça ne bride pas plus. Par contre, ça veut dire que dans la logique de production du jeu, il faut se dire qu'effectivement, il faut penser à tout ça en amont et avoir des guidelines pour pouvoir les mettre en place le plus rapidement possible et que ça marche et qu'on n'ait pas à revenir dessus plus tard dans la création, quoi. Ça, c'est plus complexe. Mais c'est pareil, c'est une volonté politique de faire en sorte que ça se passe. Et dans les derniers exemples en date, je crois que c'est The Wreck.
j'ai un accent pourri pour dire ce mot. C'est un jeu français qui est sorti là il y a même pas un an, qui te dit dès le début qu'il va y avoir justement des trigger warnings et que si tu veux passer les scènes, tu peux. La créativité, elle n'est pas bridée. C'est juste de l'adaptation. Ok, merci.